Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. On essaie de garder le tempo de tous les débats sur cette matinée et heureux de vous retrouver. Je m'appelle Stéphane Menu, je suis journaliste et j'ai l'immense honneur donc d'animer cette séquence de travail sur l'aménagement des espaces publics, adapter nos pratiques pour réussir les transitions. L'espace public est à l'origine, comme vous le savez, est à l'origine un lieu d'échange et de troc. Il est la partie la plus visible, la plus vécue et la plus partagée de la ville. Extension de l'espace privé, nos places, nos rues et nos parcs doivent permettre des usages variés pour tous. Au-delà du déplacement, ces espaces doivent permettre de garder le contact avec une nature vivante, de jouer, de se détendre, de s'émerveiller, pourquoi pas, de se rencontrer. Dans les fondamentaux de son intervention, l'ANRU finance des aménagements et des programmes immobiliers de qualité, prenant en compte les usages, les enjeux de gestion et de sûreté et anticipant sur les évolutions et les mutations futures. Tout ça a été dit entre guillemets. L'intervention sur les espaces publics est essentielle à la transformation des quartiers prioritaires et déterminant dans l'amélioration du cadre de vie des habitants. Dans un contexte de transition écologique marqué par la nécessité de revoir les modes de production de la ville sur la ville, des attentes plus fortes en matière de nature en ville des habitants de ces quartiers et par la menace grandissante des aléas climatiques, l'objectif de cette séquence vise à réinterroger les pratiques des concepteurs, aménageurs et gestionnaires de ces espaces. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un espace public? Quelles sont les stratégies d'adaptation de ces espaces face au changement climatique et dans un contexte financier contraint? Comment combiner des besoins en mobilité douce et en constante évolution, la prise en compte des aléas climatiques et la soutenabilité économique? Quel type de conception pour une adaptabilité dans le temps? Et puis question un peu qui met les pieds dans le plat en quelque sorte, est-ce que les récents événements climatiques de cet été rendent finalement un certain nombre de dispositifs d'aujourd'hui déjà complètement obsolètes? On va voir tout ça, vous allez voir, avec pas mal d'intervenants. Nous allons passer en revue ces projets avec Isabelle Ménard, qui est responsable du groupe Aménagement Durable, et Nicolas Furmanek, chef de projet aménagement de la voirie urbaine et adaptation au changement climatique, tous deux appartenant au CEREMA. Merci d'être là. Arnaud Bourrel, directeur de projet à la CERL, et Valérie Guyon, chef de développement à la mission Duchère à Lyon. Et Véronique Navet, directrice associée de l'atelier Ruelle. Elle vous dira beaucoup mieux que moi de quoi il s'agit concernant l'atelier Ruelle. On va commencer par vous. Isabelle Ménard, Nicolas Furmarek, vous avez cette petite zappette que je vous confie, comme ça vous déployez en quelque sorte votre présentation à travers un slide. Vous allez nous exposer en quelques slides justement la stratégie, les méthodes et les besoins des collectivités dans l'adaptation des espaces publics au changement climatique. Le tout contenu, et vous savez, je suis obligé d'être très précis, en 12 minutes. Allez, 12 minutes pour que je puisse éventuellement vous poser une petite question derrière. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de parler très vite, mais de respirer quand même. Et puis on fait cette petite présentation en duo et vous comprendrez à la fin pourquoi c'était important de faire cette présentation en duo. Alors peut-être juste en quelques mots, le CEREMA, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre structure, on est un établissement public, on est un centre d'expertise, on intervient à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale avec une forte implantation territoriale. On fait des guides, de la méthodo, mais aussi des appuis directement aux collectivités, puis ces deux missions évidemment s'enrichissent l'une l'autre et on travaille sur tous les sujets de l'aménagement pour accompagner les transitions. Alors, on vous propose, pour entrer dans ce sujet, de faire le constat avec nous que de nouvelles attentes se font jour et sont de plus en plus prégnantes. En premier lieu, ce qu'on peut constater, et ça on sera bien d'accord, on sort d'une crise du Covid, on est en plein dans une crise énergétique avec la guerre en Ukraine, on vient de vivre un été terrible au point de vue sécheresse et température, on est dans une crise climatique, énergétique, environnementale, sanitaire. Toutes ces crises, évidemment, on en a connu par le passé, mais elles nous poussent à agir pour s'adapter, mais à agir rapidement et très profondément.
premier constat par rapport à l'évolution des attentes, on remarque que les cyclistes et les piétons sont de plus en plus demandeurs de pouvoir circuler, circuler avec de plus en plus de fluidité et de sécurité. C'est vrai, alors évidemment pour les politiques publiques, l'idée c'est bien de soutenir ces modes actifs puisque c'est bon pour la santé et puis aussi évidemment c'est bon pour l'environnement. Ça implique évidemment pour les collectivités de s'adapter et ça que ces modes soient choisis ou soient finalement subis. Donc c'est la communication qui peut peut-être changer en fonction de ça, mais derrière les aménagements seront bien les mêmes et doivent avoir lieu. Autre type d'attente qui évolue, que les habitants là aussi aient choisi d'habiter en ville parce qu'ils veulent avoir accès aux aménités ou qu'ils aient été amenés à habiter en ville plus ou moins contraints et forcés. De toute façon, dès lors qu'on n'a pas de jardin et peut-être pas de terrasse, on a très envie d'avoir accès facilement et à proximité à des espaces verts, frais, tranquilles, mais aussi à des espaces de loisirs, des espaces de rencontres, etc. C'est d'autant plus renforcé quand on est en situation de mal logement, en suroccupation, etc. Alors finalement, ces deux phénomènes se combinent par rapport à l'évolution des déplacements et par rapport à ce besoin d'avoir des espaces extérieurs et nous amènent à plus considérer la rue uniquement comme étant un tuyau où les voitures circulent et où l'objectif c'est d'arriver à fluidifier les circulations, mais bien à considérer que la rue c'est de plus en plus un espace à vivre, également un espace à investir où on peut s'exprimer, où on peut jouer, où on peut rencontrer, etc. Donc pour accompagner ce changement, les collectivités sont amenées à déjà faire cohabiter les différents usages et les différents modes de déplacement, donc à sécuriser. Donc là, on va avoir les aires piétonnes, les aires de rencontre, les zones limitées à 30, etc. pour avoir cette cohabitation d'usages. Et puis ce qu'on va voir aussi apparaître, c'est de plus en plus des usages qui sont différents. On peut être amené à fermer une rue devant une école pour en faire un espace ludique pour les enfants. On peut fermer cette rue temporairement. On peut travailler sur les places, etc. Alors évidemment, aujourd'hui, autre type d'enjeu, c'est évidemment l'impact du climat. Avec tout d'abord l'aspect chaleur. On sait très bien que le nombre de jours avec des températures élevées et de nuit est en constante augmentation et que d'été en été, ça va progresser encore. Et puis derrière, évidemment, l'eau qui permet de se rafraîchir et qui devient une ressource encore d'autant plus rare, d'autant plus précieux qu'il faut savoir gérer. Autre impact par rapport au climat, deuxième impact, ça va être évidemment les inondations. Pour pouvoir contrer et pouvoir anticiper ces inondations, l'idée c'est de rendre les sols perméables. Il ne suffit pas forcément de désimperméabiliser la couche supérieure, il faut aussi que l'eau puisse s'infiltrer, donc travailler également sur les tassements et ça au bénéfice de tous les usagers et gérer la crise également quand l'inondation est là. Alors en face de tous ces enjeux, quelles solutions ? Oui, bonjour à tous. Donc, face à ces impacts climatiques, les collectivités ont commencé à s'engager en fait dans le déploiement de petites solutions innovantes, pratiques, qui visent à adapter leur espace public au changement climatique. Donc, l'idée, c'est de renforcer bien entendu la résilience des espaces publics, d'améliorer le confort thermique des usagers, notamment en saison estivale. Alors, premier grand levier d'action, c'est bien entendu, tout le monde le sait, c'est végétaliser, ombrager et rafraîchir les espaces publics. Cela peut passer notamment par de l'ombrage existant, l'ombrage porté par les bâtiments, les végétaux, qui peuvent être des axes privilégiés pour les piétons et les modes actifs durant la saison estivale. Ça peut être aussi la création de structures d'ombrage, comme on peut le voir de manière un peu expérimentale sur certains espaces publics ouverts, de manière un peu plus pérenne au niveau de certains quartiers, espaces publics, où en fait on a un réel besoin de s'ombrager, de s'abriter des radiations solaires et également de s'abriter éventuellement des intempéries qui peuvent... Alors, il y a aussi l'importance à accorder à l'eau dans l'aménagement urbain, de plus en plus, dans le cadre d'une stratégie d'adaptation, où en fait l'aménageur sera amené à développer des dispositifs de brumisation, par exemple, des miroirs d'eau, tout ceci pour répondre aux besoins de rafraîchissement et éviter les situations extrêmes qu'on peut voir en bas sur votre gauche de piscines sauvages
qui se démultiplient dans les quartiers, dans certains quartiers en fait ces dernières années, mais qui montrent bien quand même le réel besoin de rafraîchissement par l'eau. Il y a également l'importance à accorder à l'arbre dans l'aménagement et notamment son besoin en eau qui est important et qui contribue au rafraîchissement de l'espace urbain. Donc il y a aussi tout un enjeu en fait à concilier l'enjeu de l'arbre et de l'eau dans les années à venir pour optimiser les rafraîchissements d'espace. Dans le cadre d'emprises plus contraintes de voirie, en fait, il n'est pas toujours possible de planter des arbres, mais par contre, toutes les solutions sont bonnes à prendre et il existe des opportunités foncières pour justement faire face aux contraintes urbaines. Ça peut être des limites d'emprise, ça peut être un sous-sol qui est encombré par des réseaux d'assainissement, de fluides ou de stress. Donc il y a différentes solutions qui permettent d'ombrager végétalisé. Donc là on voit par exemple le parc de stationnement qui est ombragé par des panneaux photovoltaïques, des ombrières, des voiles d'ombrage, la végétalisation par des micro-implantations florales en pied de façade. Il y a également l'évolution des politiques publiques de stationnement et de circulation qui permettent de créer des opportunités pour végétaliser certaines emprises foncières existantes, notamment certains emplacements de stationnement qui peuvent être végétalisés, par exemple par le biais de bacs plantés, de végétalisation couvrante. Et également, ça permet également d'accompagner le changement d'usage pour le déploiement des modes actifs, notamment changer les places de stationnement motorisées au profit des vélos, par exemple. J'essaie d'aller assez vite. Pour la voirie, il y a également l'importance d'utiliser des matériaux plus frais, plus sobres et également plus clairs, avec un albédo un peu plus fort que les matériaux habituellement utilisés sur la voirie, qui sont notamment l'enrobé bitumineux et l'asphalte. Tout ceci va permettre de contribuer à moins emmagasiner la chaleur dans le matériau, à moins la restituer la nuit, donc à lutter finalement contre les îlots de chaleur urbains. Et donc ces images illustrent bien en fait les possibilités qui s'offrent en fait aux aménageurs, mais qui sont nécessairement à tester, à expérimenter, pour s'assurer de la bonne tenue dans le temps, de son bon vieillissement et aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'accessibilité de ces espaces. Il y a le coût global de l'aménagement qui est aussi à bien appréhender dans le cadre de l'adaptation, parce que l'adaptation est une approche qui s'inscrit sur le temps long et donc il est important d'anticiper les coûts ultérieurs de gestion et de le mettre au regard des bénéfices climatiques qu'apportera l'aménagement sur le confort des usages, sur la résilience de ces espaces. Donc là, on voit par exemple sur les photos des tests de matériaux avant mise en œuvre. Et par contre, en bas, c'est un contre-exemple. C'est plutôt éviter ce type de situation où en fait on met des rustines après intervention ultérieure sur des matériaux qui sont clairs et qui finalement sont endommagés par des fautes d'approvisionnement en matériaux en fait. Quelques exemples pour terminer. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes. J'ai 2-3 exemples. Il faut qu'on ramasse tout ça en 4 minutes à peu près. D'accord, très bien. Est-ce que vous le sentez? Oui. Ça va aller. Donc, premier exemple, c'est la transformation d'une entrée de ville en un parc urbain multifonctionnel et durable. Effectivement, la commune de Miramas, qui se situe dans les Bouches-du-Rhône, a exploité en fait la possibilité, a saisi l'opportunité de désimperméabiliser des 4 voies du boulevard urbain qui se trouvaient en entrée de ville et qui drainaient un trafic de transit très important et qui, suite à une construction de déviation d'un contournement urbain, en fait, ce boulevard qui s'est délesté en trafic. Donc en fait, il a aménagé son boulevard en un lieu de promenade végétalisé, paysager, au profit donc de l'attractivité de la ville, mais aussi des riverains qui habitent à côté, des modes actifs, puisqu'en fait c'est un statut de voie verte, donc en fait il y a les vélos, les piétons qui peuvent les utiliser. Les arbres qui sont dans le terre-plein central en milieu de chaussée en fait ont été conservés pour pouvoir produire de la fraîcheur et de l'ombrage pour les modes actifs. Il y a aussi des zones d'éducation à la nature sur ces espaces et puis une aire de récréation pour les enfants.
Donc on voit une petite ombrière en bas à droite. Il y a aussi des aménagements durables et plurifonctionnels. On est ici dans une logique en lien avec le changement climatique de sobriété foncière, d'optimisation d'usage, de partage également temporel des usages, où en fait on va superposer la fonction hydraulique sur certains espaces au profit d'usages occasionnels par exemple. Je crois que c'est le dernier exemple. Donc là on est sur la végétalisation pour montrer aussi la progressivité de l'aménagement, le temps que les usagers, les riverains s'approprient ces nouveaux aménagements, ces nouvelles solutions, fassent évoluer leur comportement, et pour le gestionnaire, l'aménageur, de tester les usages avant la pérennisation. Enfin, il y a bien entendu la part du citoyen. Démarche participative oblige. L'adaptation en fait, peut contribuer aussi à étoffer des démarches participatives, itératives, et puis tout au long de la vie du projet. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, ça a été parfait. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, 2 diapos de conclusion pour justement arriver sur ces nouveaux modes de travail. On avait envie de vous présenter encore plus d'exemples. Parce qu'on croit beaucoup en fait au retour d'expérience. On pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. On voit bien qu'on agit dans un mode extrêmement contraint en argent. Et il faut anticiper les coûts de gestion et de fonctionnement, contrainte urbaine avec tous les réseaux, l'existant, etc. Et puis la disponibilité des ressources. Et quand on voit comment le sable est extrait aujourd'hui aux 4 coins du monde, c'est particulièrement effrayant. Donc on a envie de faire des choix qui vont vers la sobriété, vers la frugalité, et en même temps il faut qu'on assure la pérennité. Donc tout ça, ça demande des choix assez compliqués, complexes. Et pour y arriver, nous, la façon de travailler au CEREMA, finalement, c'est d'associer les expertises. Donc, on a des experts en aménagement, en environnement et en mobilité qui travaillent ensemble en transversalité. Et c'est ce qui nous paraît être la bonne façon. On ne peut que vous conseiller de travailler comme nous. C'est vraiment la façon pour travailler en transversal. Et puis de faire appel aux expertises aussi. Notamment le projet Sésame. On n'a pas le temps de vous raconter tout ça, mais on en garde pour la suite. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas sur le site du CEREMA, vous avez des enquêtes, des webinaires, une communauté qu'on vous invite à rejoindre et plein de ressources. Et je vais encore tester, chère madame, votre capacité extrême de synthèse. Juste sur une petite question, est-ce que c'est difficile d'évaluer après le niveau d'entretien finalement de ces aménagements? Est-ce qu'il y a aussi pour les collectivités cette difficulté? Et je la rajoute, et une autre petite question en tiroir, est-ce que ce surcoût dont on parle pour les collectivités est un véritable frein aujourd'hui? Qui répond? Effectivement, les matériaux qui sont adaptés au changement climatique sont innovants. Donc en fait, effectivement, à ce jour, en fait, ils sont quand même relativement plus coûteux dans la mise en œuvre, et aussi dans la gestion. En fait, on a quand même une incertitude sur la gestion, comment va vivre le matériau dans la durée. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir vous répondre à ce jour. Et un pas colloque mal là-dessus. De collectivités, oui, effectivement, qui se posent des questions, qui expérimentent justement sur des plateformes d'essai différents types de matériaux exposés à différents aléas climatiques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Retour d'expérience. Retour d'expérience. Merci Isabelle Ménard et Nicolas Furmanek. J'ai vu qu'à côté, ils applaudissaient à la fin des pitchs, donc n'hésitez pas à applaudir nos intervenants. Je veux dire, nous aussi, on est nombreux et on se fait entendre. On continue avec Arnaud Bourrel, directeur de projet à la CERL, et Valérie Guyon, chef de développement Mission La Duchère à Lyon. Vous allez vous aussi nous présenter en ramassant aussi, en faisant cet effort pendant 10-12 minutes, le projet de renouvellement de La Duchère. Vous avez la zapette, c'est à vous. Là. Bonjour à tous. Non, vous pouvez regarder, vous pouvez vous regarder en tout cas, Germain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Bonjour. Donc on va essayer de vous présenter assez rapidement le projet de La Duchère pour surtout après se re-questionner sur la façon d'intervenir sur ces espaces publics. Donc juste quelques mots sur cette situation géographique et cette histoire. On est sur la commune de Lyon, le 9e arrondissement, la 3e colline de Lyon,
Un territoire assez vaste, parce qu'une ZAC de 120 hectares sur lequel on a pu intervenir sur une longue durée, démarrée en 2004 et encore active aujourd'hui. On est aussi sur un territoire un peu particulier, on est en limite des communes de l'Ouest lyonnais, des communes qui sont sur un territoire plus valorisé par rapport à ce secteur-là. On est sur un promontoire par rapport à la ville-centre et on est bien sûr sur un grand ensemble. Un projet déjà inscrit sur la politique de la ville dès 1985. Quelques images rapides pour vous montrer l'évolution. Donc 1962, la création de ce grand ensemble avec la création de la barre des 1000. 2002, avant intervention, où on voit justement ces grands ensembles, ces barres présentes à la fois de la SACVEL, de Lyon Métropole Habitat et de GLH. Et 2008, un projet déjà très engagé, avec la moitié des logements démolis, avec déjà des premiers logements livrés, des premiers équipements publics aussi mis en œuvre. Et 2022, une photo récente de cet été, où on voit là un projet terminé, des logements livrés aussi, et on a pu voir l'évolution entre ce grand ensemble et aujourd'hui ce projet qui a décliné sous différentes formes. Les grands enjeux, très rapidement, l'objectif de réouvrir ce quartier sur l'ouest, de réouvrir ce quartier aussi entre ces interquartiers. Il faut imaginer en fait des petits quartiers subdivisés avec chacun sa petite centralité. L'objectif était vraiment là de les réunir et de recréer une centralité propre au quartier de la Duchère. Donc réinstaller cette centralité a été finalement assez simple, créer deux axes structurants, est-ouest, nord-sud. Au croisement de ces deux axes, créer la centralité, la polarité commerciale et permettre justement de recréer un lieu de vie et un lieu de passage pour l'ensemble des quartiers. Bien sûr, s'appuyer sur la qualité paysagère présente et la revaloriser avec la nécessité de requalifier l'ensemble des espaces publics. On a bien sûr un volet d'équipement public que j'évoquais juste avant, très important, porté par la ville de Lyon, et bien sûr un volet de l'habitat très ambitieux. On était sur un quartier de 80% de logements sociaux, un objectif de le redescendre à 60%. On est aujourd'hui aux alentours des 55-56. Et bien sûr une diversité de l'habitat. L'idée était vraiment de reconstruire un quartier pour tous, avec une diversité de produits aussi proposés. Quelques chiffres clés, juste, voilà, c'est un projet de 600 millions d'euros d'investissement global privé-public, dont 193 millions investis sur la convention en rue, 66 millions sur les nouveaux équipements publics et 80 millions sur les espaces publics. Je reviendrai rapidement sur la suite. Quelques dates clés aussi et quelques enjeux majeurs, donc à la fois portés sur la qualité architecturale, paysagère et environnementale des opérations. On y reviendra juste après parce que c'est vraiment des choses qui nous ont animés tout au long de l'opération, qui nous ont permis d'être re-questionnés aussi à chaque fois en fonction des enjeux qu'on voyait aussi évoluer. Donc voilà, on y reviendra juste après avec des outils de suivi qu'on a pu mettre en place à la fois sur la qualité environnementale, sur la prévention situationnelle. Donc voilà, des points très importants qui nous ont permis, encore une fois, de pouvoir justement faire évoluer le projet et se questionner sur ce qui marche et ce qui ne marchait pas sur le quartier. Bon, quelques photos aussi qui remontrent là l'athlétisme, les enjeux d'équipement, de place, mais qu'on reviendra après avec Valérie juste après. On évoquait justement la question du foncier. Il y a un grand enjeu majeur. On est sur un grand ensemble du foncier porté par les collectivités et les bailleurs, mais du coup, une définition de la gestion qui était très difficile à l'époque. Là, il y a un vrai enjeu de réorganiser ce foncier, de le remembrer. Et on le voit avec les questions de gestion qui ne sont pas si simples aujourd'hui, vu qu'on mutualise des ouvrages pour pouvoir justement gérer les eaux pluviales, gérer un certain nombre d'enjeux climatiques. Il a fallu qu'on fasse évoluer ces plans tout au long des étapes de conception, mais aussi de réalisation, pour justement affiner la gestion, garantir la gestion de ces espaces-là et permettre une bonne appropriation par les services et du coup une bonne adaptabilité de ces espaces-là à l'utilisation qu'elle est en être faite. Autre point, si on redescend à l'échelle en dessous, c'est la question des projets immobiliers, des programmes immobiliers. Donc, comme je le disais, il y avait la diversité du logement, le logement abordable, mais après, il y avait tout ce qu'il y avait autour avec la question des cœurs d'îlots. On a pu noter sur le retour d'expérience de la première tranche que finalement, ces cœurs d'îlots étaient plutôt des lieux d'agrément dans un premier temps, des lieux sans valeur ajoutée, on va dire, pour la copropriété. Et là, il y avait vraiment un enjeu majeur de faire de ces cœurs d'îlots un support de la continuité écologique par rapport au parc qu'on a pu développer à côté, mais aussi de commencer à y réfléchir par rapport à l'approche des îlots de fraîcheur, à l'approche de la protection aussi des façades sur ces bâtis-là. Donc il y avait un vrai enjeu de conception
différencié par rapport à la première tranche. Et après, bien sûr, une question sur l'habitat durable, sur la conception bioclimatique. On s'est re-questionné dans le cadre de la deuxième tranche sur le plan de composition pour l'adapter justement à ces enjeux climatiques. C'est vrai qu'on était parti sur des choses assez simples sur la première tranche et on s'est rendu compte que les formes bâties proposées ne nous permettaient pas de répondre non plus à tous ces enjeux-là. Et donc du coup, par le biais de nos AMO, par le biais de l'architecte en chef, on a re-questionné ce plan-là, on l'a réadapté pour justement offrir plus facilement des logements bio-orientés, des logements traversants, offrir un habitat qui soit plus adapté aux futurs enjeux climatiques de demain. Si on redescend aussi encore d'un niveau, après c'est la question de la gestion de ces copropriétés-là. Le souhait était effectivement d'apporter des usages différents, c'était de les rendre possibles à la fois sur les jardins partagés, les chambres d'hôtes, les usages partagés au sein de ces copropriétés. Mais on a pu se rendre compte, en retour d'expérience aussi, que finalement les premiers lots qu'on avait pu mettre en place étaient un amalgame d'organes décisionnels entre des copropriétés, des ASL, des volumes, et que finalement il y avait beaucoup de difficultés à mettre en place les contrats d'entretien, de prendre les décisions aussi, les bonnes décisions pour pouvoir mettre en place ou modifier quelque chose au sein de la copropriété, et qui a du coup pour certains lots engendré un travail beaucoup plus important, que ce soit côté GPV ou côté opérateur, pour permettre le lancement de ces opérations-là. Donc il y a eu un vrai souhait, dans le cadre de cette deuxième tranche-là aussi, de travailler très en amont sur les règlements de copropriété pour s'assurer justement la pérennité de ces espaces-là et permettre une bonne lisibilité dans les règlements de copro de ces gestions-là et faire en sorte que ces lieux puissent vivre et puissent être modulés aussi en fonction des besoins de ces copropriétés-là. Un point important, on va y aller plus rapidement, sur la concertation. Donc, il y a bien sûr eu une concertation à chaque étape, tout au long de l'opération, dès 2005, et puis elle a évolué au fur et à mesure. Le questionnement a aussi évolué. La façon de concerter a aussi évolué. On était sur des choses plus classiques dans un premier temps, quand même très impliqué. Le parc du Vallon, c'est quasiment 2 ans de concertation pour aboutir au projet. Les premiers espaces publics, on s'est plutôt concentré sur des lieux très ponctuels. Et par contre, sur la deuxième tranche, on s'est vraiment questionné sur l'ensemble des espaces publics, la voirie, comment moduler aussi les usages sur ces voiries-là, comment on y place le paysage aussi sur ces voiries-là, comment on place chaque usage. Et les gens, la population a voulu vraiment se questionner. Et on a eu effectivement des questions et des réponses qui ont été assez extraordinaires sur justement la place de la voiture sur ce quartier, comment on positionnait les espaces verts, justement plus d'espaces verts sur les espaces. Donc il y a vraiment une évolution du questionnement, une évolution de la façon de concerter sur maquette, sur 3D, voilà, l'idée était vraiment de partir avec nos concepteurs presque d'une page blanche et de travailler avec les habitants sur l'usage qu'ils imaginaient et comment on arrivait à y répondre avec l'espace public. Des questions aussi qui ont évolué. Dans un premier temps, on était plutôt sur de l'espace public classique. Il y a vraiment eu la question du genre sur espace public. Il y a eu la question de l'art aussi sur l'espace public, où on s'est questionné sur comment amener ces enjeux-là sur nos futurs espaces et comment on pouvait y répondre avec les habitants. Donc vraiment des questions très intéressantes qui nous ont permis pour l'un de modifier certains espaces pour mieux adapter la présence de la femme, des enfants sur ces lieux-là par rapport aux premiers échanges qu'on a pu avoir juste avant. Et puis sur l'art aussi, comment on peut l'amener sur l'espace public, qui nous ont permis de vraiment avoir un travail très abouti sur le parvis des forums. Et puis un dernier point qui a permis aussi d'engager justement les espaces de préfiguration dans ces futurs cœurs d'îlots. On a voulu vraiment impliquer les gens sur justement la question de la nature en ville et sur la façon de pouvoir mettre ça en œuvre dans ces futures copropriétés. Donc on a plutôt porté ça sur espace public dans un premier temps pour pouvoir arriver à l'inciter dans les cœurs d'îlots. Donc on a mis en place des ateliers de concertation avec Pistil pour consolider déjà cette appropriation de ce lieu, consolider les connaissances et permettre aux Duchérois, mais aussi à d'autres sur l'espace public, d'essayer de prendre en compte ces enjeux-là et de venir les installer dans leur copropriété à terme. Je vais laisser la parole à Valérie pour vous donner les différents éléments sur le retour d'usage des espaces.
Bonjour à toutes et à tous. Alors cette petite diapo, c'était pour illustrer en fait la diversité des espaces publics. C'est vrai que quand on parle d'espace public, on voit que nous, on a effectivement la place Abbé Pierre qui est le lieu de vie du quartier, cette nouvelle centralité qui a été recréée, qui accueille les commerces, la brasserie, les équipements, qui a aussi un lieu de passage, un lieu d'accueil du marché, qui est assez minéral, mais on a aussi le parc du Vallon, qui est un parc de 11 hectares qui a été entièrement réaménagé dans le cadre du projet, qui lui va être un lieu de balade, de passage, de jogging, de promenade, avec des aires de jeu pour enfants. On a aussi des espaces, enfin, la question des espaces publics, c'était aussi pour nous la requalification et le réaménagement de l'ensemble des cheminements et des voiries. On le voit donc avec la promenade Jackie Maurice, avec aussi le travail qualitatif qui s'est fait sur les voiries et cheminements. Et on a aussi effectivement le jardin des Belvédères, qui est le dernier espace public majeur qui a été livré, qui est à la fois une promenade et qui accueille une aire de jeu qui est très, très, très utilisée. L'esplanade François-Régis Cotin, donc, que Arnaud a évoqué. Et puis on a aussi, en limite en fait finalement de cette conception des espaces publics, la question des cœurs d'îlots partagés, puisque là on n'est plus réellement sur de l'espace public, mais on est sur de l'espace privé, mais à vocation collective, avec notre ambition d'y développer des usages partagés. Et ce qui ressort aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais en filigrane, c'est qu'un des gros atouts qu'on a à la Duchère, c'est qu'on a une présence du végétal qui est très importante, puisqu'aujourd'hui, on a 48% effectivement de l'espace qui est de l'espace végétal. Et on le voit à travers ces différentes illustrations. Donc effectivement, dans le cadre de nos démarches, on a souhaité engager une démarche d'évaluation, donc à la fois sur les usages et le ressenti. Donc ça portait sur les espaces publics, mais plus largement aussi, cette évaluation, elle portait sur la perception aussi des logements, des cœurs d'îlots, des parties communes. Donc là, on a fait une extraction plus sur la question des usages publics. Et ça nous semblait particulièrement intéressant en fait de faire cette évaluation à la période où on est, puisqu'on est en phase de conception sur le nouveau programme de renouvellement urbain. Donc effectivement, l'idée, c'était de pouvoir en tirer des enseignements par rapport aux aménagements qui allaient se développer sur les secteurs qui sont inscrits au NPNRU. Donc cette évaluation globale, en fait, elle a été confiée par la CERL à la condition urbaine. Donc la condition urbaine, en fait, c'est un collectif de sociologues et d'urbanistes qui s'intéressent au fonctionnement social urbain et qui interviennent auprès des collectivités et des acteurs publics. Donc ils ont procédé effectivement en nous rencontrant d'abord, nous, la maîtrise d'ouvrage élargie, pour connaître le projet. Ils ont rencontré aussi les représentants du Conseil citoyen. Ils ont fait une analyse documentaire approfondie et puis ils ont mené une série d'entretiens individuels. Il y a eu un questionnaire en ligne qui a été proposé et puis des focus groups, c'est-à-dire des ateliers en fait sur site, notamment vers la nouvelle aire de jeu de l'esplanade des Belvédères. Et puis aussi, ils ont fait des observations à différents moments de la journée et de la semaine pour voir comment ces différents espaces étaient investis. Alors, on a eu 2 temps d'enquête. Un premier temps, donc au printemps 2021, c'était effectivement sur l'ensemble des espaces publics de la 2e tranche de la ZAC. Donc, ça concernait à peu près 8 îlots d'habitation qui avaient été livrés entre 2015 et 2020. Et puis, on est revenu aussi faire une deuxième phase d'enquête au printemps dernier, donc sur les derniers îlots livrés, puisqu'il y avait eu quelques livraisons fin 2020, 2021, et puis aussi pour avoir le recul des habitants au bout d'1 ou 2 ans d'installation dans leur logement et dans leur quartier. Donc ce qui ressort en fait de cette étude, c'est que globalement on est effectivement sur un quartier qui est très apprécié par les habitants et que les habitants sont satisfaits de la qualité et de la diversité des espaces publics. Après, on voit qu'on a effectivement des usages et des perceptions qui varient selon les secteurs, puisque les espaces publics tels qu'on les avait imaginés, ils n'ont pas vocation à proposer les mêmes usages selon effectivement les différents secteurs. Ce que nous pointe aussi l'étude, puisqu'effectivement on est sur une étude de sociologue, c'est que cette appropriation et les perceptions des espaces publics, elles restent quand même assez différenciées en fonction du statut des habités. C'est-à-dire qu'en gros, il y a encore des différences de perception entre les gens qui sont propriétaires de leur logement et les gens qui sont plus locataires, voire les locataires du parc social. Il y a des différences d'appropriation et de perception de ces différents espaces. Et il y a des spécialisations, c'est-à-dire qu'on va avoir
les copropriétaires qui vont plus utiliser certains espaces. C'est assez schématique, mais c'est ce qui ressort de l'étude. Et puis à l'inverse, les populations plus modestes, on va dire, qui vont être plus utiliser les espaces qui sont vécus comme plus populaires, comme la place, etc. Après, on s'interrogeait aussi, puisque Arnaud l'a dit, on a été labellisé écoquartier à 2 étapes, donc en 2013 et 2018. On se demandait si cette labellisation écoquartier, elle était ressentie et perçue par les habitants. Donc on se rend compte que finalement, assez peu, puisqu'il y avait un tiers seulement des ménages enquêtés qui connaissaient cette notion d'écoquartier. Par contre, à l'inverse, quand on interroge les ménages, tous ont bien conscience des qualités du quartier, c'est-à-dire de la place de la végétation, de la richesse des équipements, de la qualité des espaces publics, le fait qu'il y ait des commerces et aussi qu'on ait des lignes de transport. Donc en fait, les éléments constitutifs de l'écoquartier sont connus mais ne sont pas identifiés en tant que tels. Donc du coup, on se rend compte que par exemple, pour les gens qui accèdent à la propriété à la Duchère, il n'y en a vraiment qu'une petite partie pour qui le fait d'être dans un écoquartier, ça va être l'élément déclencheur. Et de la même façon aussi, on se rend compte que le fait d'habiter un écoquartier, ça ne va pas forcément transformer les habitudes des ménages. Ceux qui étaient déjà dans des pratiques vertueuses, on va dire, de compostage, d'utiliser plus le vélo, de baisser le chauffage l'hiver, eh ben, ils vont continuer à appliquer en fait ces principes. Et puis par contre, les autres, il y a une petite partie, à peu près 20%, qui disent qu'effectivement, il y a eu une inflexion depuis qu'ils habitent dans le quartier, mais ça reste modeste. Donc globalement, on a des espaces publics qui tous sont très appropriés par les habitants et avec vraiment un ressenti de convivialité qui ressort majoritairement, qui est exprimé par 65% des habitants qui ont été enquêtés. Mais par contre, le constat est fait que effectivement, ces espaces qui sont conçus comme étant des espaces de mixité sociale ne génèrent pas tant que ça, effectivement, du vivre ensemble et que les habitants se mélangent finalement globalement assez peu dans ces espaces publics avec des pratiques qui sont différentes. C'est l'atterrissage bientôt ou pas? C'est fini? Non, presque ou pas? Non, dites-moi. Ouais, c'est bon, c'est terminé. Applaudissements bien sûr soutenus pour cette double intervention lyonnaise. Gardez les micros, monsieur et madame, sur 2-3 petites précisions sur l'adaptation finalement à ce temps long sur un projet où, comment dirais-je, les évolutions climatiques, les nécessités d'adapter en quelque sorte le projet à ce qui nous arrive en quelque sorte. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire de créer une modularité un peu nouvelle? En soi, non, je pense que alors on a eu l'avantage d'avoir la possibilité avec les intervenants qu'on a eu de vraiment pouvoir se reposer cette question-là et aussi l'appui politique de le faire. Enfin voilà, il y a vraiment eu une volonté de tous d'essayer de se reposer la question régulièrement. Est-ce que le projet répond aux ambitions, mais est-ce qu'il répond aussi aux ambitions de demain? Donc non, enfin, et puis en même temps, c'était assez intéressant de pouvoir essayer de se projeter sur ces futurs usages, en lien aussi avec le retour d'expérience qu'on pouvait avoir sur les premières tranches. Et donc du coup, non, je ne pense pas que ça a été une complexité supplémentaire, mais plutôt au contraire un temps fort du projet de pouvoir justement adapter encore mieux le projet aux besoins de demain. Alors une autre question. Comme vous le présentez dans le premier bilan de l'évaluation, ce qui faisait sens à l'élaboration du projet a été quelquefois vécu différemment par les usagers. Leurs attentes envers le cadre de vie évoluent. De ce premier travail, quel bilan vous en tirez? Qu'auriez-vous fait autrement à la lecture de cette évaluation? Quelles réflexions et pratiques en tirer pour vos autres quartiers? Ce fameux retour, en quelque sorte, d'expérience dont on parlait, notamment de la part des habitants, voilà, comment ça percute finalement la suite du projet? Alors aujourd'hui, effectivement, l'étude, elle n'a pas encore été restituée, donc on est en train de se poser la question d'une restitution élargie, notamment avec la maîtrise d'ouvrage élargie, mais aussi la maîtrise d'œuvre qui intervient sur le NPNRU, et toujours aussi les représentants des habitants qui sont présents dans toutes nos instances. Mais pour autant, en fait, y compris les résultats de la première tranche, nous ont permis d'apporter des adaptations en fait, aux équipements. On le voit, il y avait eu déjà des réflexions sur sur le square des Belvédères, avec
des usages qui étaient ressentis comme trop intenses par certains habitants. Donc on a réfléchi à comment réadapter par exemple l'éclairage, notamment l'éclairage nocturne, pour limiter le fait qu'il y ait des groupes de jeunes en fait, qui viennent utiliser cette zone la nuit. On a réfléchi aussi à la sécurisation des traversées en réduisant l'emprise en fait, de la voiture, en passant à une seule voie au lieu de 2 voies et en créant davantage de passages piétons sécurisés pour les enfants à des endroits qui n'étaient pas prévus initialement. Donc on est toujours en fait finalement dans cette idée d'évaluer et d'améliorer. Merci beaucoup pour ces précisions. Je le dis au passage, j'ai oublié de le préciser au début de cet atelier. On aura un petit temps d'échange avec le public, une dizaine de minutes si on a le temps bien sûr, et on viendra chercher 2-3 questions avec là aussi des questions ramassées pour qu'on puisse éventuellement répondre à vos interrogations dans le public. Merci à vous. On va terminer ce tour de table en repassant par le milieu avec Véronique Navet qui est directrice associée de l'atelier Ruelle. Tout le monde connaît bien sûr l'atelier Ruelle, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un certain nombre un pourcentage minime certes qui ne connaissaient pas. Est-ce que d'abord vous pouvez faire cet effort un peu pédagogique de nous expliquer exactement ce que vous faites et ensuite on échangera, vous nous direz un petit peu vos démarches, vous avez des choses à nous raconter. Alors l'atelier Ruelle, c'est un atelier d'architecte, urbaniste, paysagiste. On est une vingtaine. On intervient historiquement, on va dire, c'est dans notre ADN, parce que c'est un atelier qui existe depuis pas mal d'années. On intervient dans des projets de renouvellement urbain, pas que. Des projets de renouvellement urbain dans des territoires très différents, hein, puisque ça peut être les grands quartiers en renouvellement urbain des grandes métropoles, ça peut être des quartiers dans des territoires plus détendus ou plus en difficulté de villes moyennes, et on intervient aussi dans les quartiers anciens dégradés, donc avec voilà, des sujets qui autour de l'espace public peuvent être assez semblables. Donc pour nous, cette démarche du projet dans les projets de renouvellement urbain, parfois on monte dans une Rolls-Royce et parfois on monte dans une Clio aussi. Et toute la question de l'accompagnement du projet auprès des maîtres d'ouvrage et du passage à l'opérationnel et de la mise en œuvre doit aussi s'adapter au contexte, aux moyens et aux équipes qui travaillent avec nous, élus, services, pour mettre en œuvre ce projet. Voilà. Donc, votre intervention, c'est de nous faire alors, deviner, moi, je voulais faire une petite voilà, synthèse un peu... Retour vers le futur, en quelque sorte. Voilà, de ce que j'avais entendu voilà, des 2 présentations qui précèdent, parce que je pense que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment, effectivement, nos pratiques, à tous, évoluent, sans perdre quand même le fil conducteur de ce que sont les bases du renouvellement urbain et du projet de renouvellement urbain. C'est aussi ouvrir un peu un débat aujourd'hui, puisque là on intervient auprès de l'ANRU dans le cadre de la mission d'appui, et on entame une mission auprès de l'ANRU sur justement voilà, les conditions de réalisation d'un espace public de qualité et durable dans les NPNRU. Donc voilà, c'était un peu ouvrir ces débats. Alors, sur les sujets que j'ai retenus, et je pense que le projet de la Duchère rappelle bien cette histoire du renouvellement urbain, c'est que je pense que quand même il ne faut pas oublier que le projet d'espace public, bon, c'est une composante à part entière du projet de renouvellement urbain, mais il doit avant tout répondre aux dysfonctionnements majeurs que l'on peut constater. Et ça reste des problèmes d'accessibilité, d'enclavement, d'adressage, d'absence de fonctionnement ou de mauvais fonctionnement des services publics, de vétusté, d'obsolescence, etc. Je pense que vous avez bien insisté là-dessus. L'enjeu, il est de redéfinir un parcellaire, des domaines de compétences, des domainialités, et ça, voilà, ça prend du temps. Je voulais insister aussi sur le fait que l'espace public, c'est un bien commun de tout un territoire. Ça ne se limite pas au périmètre du QPV. Donc son aménagement, alors ça peut sembler une évidence, mais pas toujours si clair, en tous les cas dans nos cahiers des charges ou voilà, les commandes qui nous sont passées. Donc son aménagement, il reflète des politiques publiques à des échelles qui parfois dépassent le strict quartier. Il doit aussi refléter les savoir-faire des services
Et là, on a des collectivités qui sont plus ou moins organisées, qui peuvent avoir des chartes extrêmement sophistiquées, métropole de Lyon, Bordeaux, Lille. En revanche, dans d'autres collectivités, ce n'est pas le cas. Et donc, comment on construit ces outils pour travailler justement sur un espace public gérable avec les services. Et donc le projet pour nous en tant que concepteur d'espace public, c'est pas un morceau de bravoure ou une œuvre d'art isolée, c'est bien raconter l'histoire d'une ville et ses modalités de gestion. Je pense que le projet d'espace public, il est partie prenante du projet social. Comment on met en valeur un parc pour rendre plus attractif de l'habitat demain, ça a été tout l'enjeu sur Orly notamment. Comment on aménage une rue devant une école en lien avec une communauté scolaire, et comment on dimensionne, je sais pas, on a le cas là sur Pessac, on dimensionne un parvis de gymnase ou un parvis d'équipement, à Orly même chose, pour aussi accepter des pratiques libres et sportives libres sur ces espaces. Donc on voit déjà que seuls ces 4 points peuvent mobiliser des temps de co-construction entre techniciens, maîtres d'œuvre, AMO. Ça mobilise des arbitrages parfois pas si simples que ça au sein d'une même collectivité. On voit qu'on a des services qui peuvent avoir des objectifs très contradictoires. À nous d'essayer de faire la synthèse et de poser cette question de l'arbitrage avec les élus. Et c'est aussi bien entendu des arbitrages financiers, et puis notamment autour de cette complexité de la refonte des domanialités. Donc, Qu'est-ce que vous avez arbitré Comment ? Qu'est-ce que vous avez arbitré dans les collectivités, par exemple ? Oh là, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je sais pas, par exemple, on a le cas aujourd'hui sur une grande métropole. On a une autoroute à vélo. Moi, j'ai appelé ça une autoroute à vélo parce que c'est une voie express vélo qui arrive dans un projet, enfin qu'on doit intégrer dans un projet qui n'était pas un élément qui avait été vu lors du plan guide. Et voilà, sauf qu'on a des espaces contraints, on a un site qui existe et voilà, comment on fait et qui arbitre sur le fait que cette autoroute à vélo, non, elle ne peut pas passer à ras des logements, elle ne peut pas passer à ras des commerces. Voilà. Ces sujets-là, ils sont multiples. Je pense qu'il y a un deuxième sujet. Alors, c'est peut-être un sujet sur lequel on est confronté, on va dire aujourd'hui, sur des projets qui sont un peu plus récents, un peu moins engagés. C'est que l'on part toujours d'un existant. Avec un quartier, c'est une géographie, ce sont des caractéristiques urbaines, c'est des quartiers habités avec des usages. Donc, dans l'existant, je dirais, il y a déjà une part de ce projet environnemental, de ce projet d'aménagement. Éviter de déplacer une chaussée et des réseaux en proposant le réemploi, faire avec une topographie en limitant des terrassements et des mouvements de terre. On a eu ce sujet-là assez récemment, je crois que c'était sur Vesoul. S'appuyer sur la composition bâtie aussi pour limiter des interventions parfois lourdes et complexes. Alors on a envie de retourner des halls pour les remettre sur la rue, mais on sait bien que tout ça c'est très difficile, c'est du relogement, c'est de la reconfiguration de bâtis et c'est complexe. Donc faire avec ces qualités, ces caractéristiques, c'est aussi une économie de la ressource. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est parfois on passe un peu à côté. C'est remployer aussi tout un substrat d'usage, de pratiques qui sont reconnus par les habitants, de lieux investis. Je sais pas, construire des nouveaux logements autour d'un bouquet de cèdres qui existe depuis 50 ans, construire une école dans un parc qui est déjà là, qu'on peut réaménager dans les mêmes temps que l'école. Voilà, c'est déjà une base importante. Et puis, il y a un troisième point qui a été soulevé par le CEREMA. Alors pour nous, qui est la discordance que l'on peut constater dans le passage à l'opérationnel entre l'accord, je dirais, relatif, très partagé des parties prenantes du projet de renouvellement urbain sur les enjeux et les objectifs pour une transition nécessaire et incontournable. Ça, je pense que de plus en plus, tout le monde est d'accord sur les objectifs. En revanche, l'acceptation sur les solutions et la mise en œuvre concrète, elle est bien plus complexe. Et ça, on voit, le CEREMA le montre, créer plus d'ombrage, modifier l'albédo des sols, favoriser la place du vélo,
c'est pas forcément compliqué, ça peut être un peu plus coûteux et encore, hein, si on prend voilà, sur le coût global, peut-être pas, si on intègre les coûts de santé, si on intègre tous ces sujets-là. Ça peut être aussi très économe en technologie, ça j'insiste là-dessus. Les solutions, elles existent, les pratiques, elles évoluent. Et en revanche, ce qu'on peut nous constater, c'est que trop souvent, on est confronté à un déficit d'études techniques en amont. Et prendre en compte tous ces enjeux de transition et d'aménagement adaptés à cette transition, ça demande des états de connaissances en amont des projets qui font défaut. On commence des projets de renouvellement urbain sur des quartiers importants, il y en a qui vont se reconnaître dans la salle, sans plan topo, pas de relevé de réseau, des études environnementales qui arrivent trop tard, des relevés phyto des arbres qui n'existent pas, alors qu'on a souvent dans les quartiers un très beau patrimoine arboré. On n'a pas d'études de sol, moi je ne sais pas décréter comment on infiltre de l'eau ou pas si je n'ai pas d'études de sol. On n'a pas d'informations sur le taux de motorisation des ménages, donc comment on peut dire aux gens arrêtez de prendre votre voiture, faites du vélo. Voilà, donc ça c'est déjà un état de connaissance qui nous manque. On peut aussi constater que les services qui sont directement concernés à terme par ces aménagements et qui doivent, eux, gérer cette transition et la durabilité de ces espaces ne sont pas forcément présents dans les prises de décision en amont. Je pense notamment à tous les services gestionnaires. Alors par exemple, un cas assez simple, hein, l'objectif de renaturation de la ville et de la rue. Là, plus personne ne conteste, vous l'avez bien montré. Mais c'est tout à fait différent d'aménager un espace renaturé avec une rue rafraîchie que de faire un alignement d'arbres dans une fosse sur de l'enrobé. C'est un système bien plus complexe, avec moins de bordures, plus de largeur donnée aux plantations, des plantations en strates basses qu'il faut protéger, du piétinement, des voitures, des sols plus clairs. Et là, on est très très loin encore des pratiques les plus courantes des services. Alors, certains objectifs aussi pour mener à bien cette transition relèvent aussi de politiques publiques qui dépassent la seule échelle du quartier. Ça, je l'ai déjà évoqué, mais par exemple, la question du tri et du mode de collecte des ordures ménagères. Ce matin, je passais dans ma rue, je fais partie des quartiers pilotes de Paris où on est en train de collecter les déchets putrescibles, donc les biodéchets. C'est l'enfer, hein, le matin, par 22 degrés sur le trottoir. Donc comment on fait demain dans les bandes d'apport volontaires mises dans les parcelles, qui plus est proches des logements, avec des halls qu'il va falloir concevoir en fonction, un positionnement du bâti en fonction, et des trottoirs avec une largeur calibrée pour que le bras passe dans la parcelle privée. Tout ça, c'est toute une chaîne de la prise de décision et du dessin du projet qui doit être réfléchie dès le départ. Donc oui, il est important de ne pas travailler en silo, mais il y a aussi une nécessité de hiérarchiser les sujets, d'arbitrer sur des choix, et ça, c'est de l'urbanisme négocié. Donc moi, je milite pour une programmation de l'espace public le plus tôt possible, qui soit pertinente. Cela demande du temps, cela demande de la méthode, une organisation de la gouvernance, et ne pas travailler en silo. Ce n'est pas que pour les maîtres d'œuvre et leurs équipes, ce n'est pas que pour les AMO, ce n'est pas que pour les techniciens, mais je pense que c'est aussi un travail qu'on doit mener avec les élus. Et pour conclure aussi, oui, aucun de ces sujets, et ça j'insiste, même le plus technique, n'est pas dissociable de la question des usages, des pratiques sociales, des perceptions et des ressentis par les habitants et les usagers, mais aussi d'une appropriation par ces mêmes habitants et usagers du pourquoi et du comment de ces nouvelles manières de faire. Ça demande une bonne connaissance du terrain, on l'a vu, des temps d'observation, des temps d'échange, des temps d'écoute, des temps aussi de bilan sur la durée des projets. Ça mobilise beaucoup de moyens en interne des maîtrises d'ouvrage que l'on n'a pas toujours. Ça mobilise aussi beaucoup de moyens dans les équipes de maîtres d'œuvre, et je vous passe les marchés qui ne sont absolument pas adaptés. Cela demande aussi d'accepter de ne pas tout figer et tout dessiner dès le départ.
Alors oui, par exemple, dans un plan guide, je peux définir l'emprise d'un square. Oui, dans l'AVP qui va suivre, je peux à peu près calibrer le volume d'eau pluviale qu'il va falloir gérer dans ce futur square. Mais non, si le square est livré dans 3 ou 4 ans, ce n'est pas la peine que je dessine tout à cette étape-là. Dans le processus de fabrication du projet, dans ses adaptations, dans son écoute, je peux dessiner après, à condition que les missions soient aussi montées en conséquence, et ça c'est important. Il y a un petit manuel de l'AMIC qui s'appelle Médiation, qui vient de sortir sur la dévolution des marchés publics, des projets de paysage. Je pense qu'il est intéressant à lire. Et puis défendre un projet sous l'angle des enjeux environnementaux et écologiques, cela demande un réel effort de notre part et de tous pour communiquer avec les habitants, avec les services gestionnaires, mais je dirais aussi avec les élus, parce que ce ne sont pas des démarches si faciles à comprendre et dont on peut comprendre la complexité. Il n'est pas très facile en réunion publique ou en atelier de parler d'agriculture urbaine, d'îlots de fraîcheur. Je vous passe les mobilités décarbonées, la gestion alternative des eaux pluviales, etc. L'accessibilité universelle, le genre. Tout ça ne sont pas des sujets, voilà, entre nous c'est simple peut-être et encore, mais en réunion, en atelier, ça ne l'est plus du tout. Donc comment on trouve les mots justes pour travailler et concerter, communiquer et faire du projet avec tous ces enjeux. Et je pense que là-dessus, la question du prisme de l'urbanisme et de la santé ouvre pas mal de pistes pour mieux échanger. C'est plus facile à comprendre que marcher ou utiliser son vélo, c'est bien pour la santé, que rafraîchir la ville, ça permet de se sentir mieux et d'éviter la climatisation. Ça parle à tous et c'est peut-être une piste. Alors je sais qu'il y avait un atelier ce matin sur ce sujet, je n'ai pas pu y assister, mais ça peut être aussi une piste pour mieux communiquer sur ces questions de transition et d'environnement avec tous les acteurs qui sont concernés par le projet, plutôt qu'un langage qui est parfois extrêmement technique. Merci Véronique Navet. Plus besoin d'inviter notre public à saluer vos interventions à travers des applaudissements. J'en profite d'ailleurs au passage, je regarde la confirmation physique en quelque sorte de Constance. Bon, tous ces slides se retrouvent sur le site après l'événement. Hein, donc voilà, donc si, pour ceux qui notaient fiévreusement et qui ont oublié des choses, ne vous inquiétez pas, dès demain, on pourra retrouver... peut-être pas votre texte, non, peut-être pas, voilà, qui a ouvert pas mal sans doute de réactions, on verra tout à l'heure dans le public, mais je me permets de profiter de ce privilège d'avoir le micro pour vous poser un certain nombre de petites questions. Vous faites des constats quand même assez durs sur les coulisses, la façon de faire dans les services ou autres. Est-ce que vous sentez quand même une petite amélioration ces derniers temps, ou est-ce qu'on est toujours confronté à des difficultés entre services, coordination, difficultés de désiloter, comme on dit aujourd'hui? Non, mais je pense que c'est toujours des sujets, le sujet de la transformation urbaine, du renouvellement urbain, on l'a bien vu, tous les thèmes et toutes les actions que ça engage. C'est de la complexité, donc c'est pas que c'est plus dur, moins dur. Et c'est une question de formation dans les collectivités, par exemple? Non, je pense que c'est pas qu'une question de formation, c'est une question beaucoup d'organisation. Et on parle beaucoup de concertation avec les habitants, de co-construction avec les habitants, mais c'est aussi des projets qui se co-construisent, co-fabriquent avec une chaîne d'acteurs techniques et décisionnels qui est parfois conséquente. Donc il faut savoir trouver le fil conducteur, et ce fil conducteur, c'est pas seuls les maîtres d'œuvre qui peuvent le trouver. Voilà, c'est un collectif engagé, je dirais, et avec souvent d'ailleurs des gens plutôt très engagés. D'accord, ok. Alors j'ai une question longue à vous poser, là je mets mes lunettes. L'intervention sur les espaces publics est souvent réfléchie à l'échelle des quartiers d'habitat social. Mélandru, comme vous le savez, est un acteur majeur de l'intervention en centre ancien dégradé aux côtés de l'ANA face aux enjeux climatiques, à la nécessité de reconstruire la ville sur la ville. Quels sont les points de vigilance que vous souhaiteriez mettre en avant pour l'intervention en centre ancien? Quelle spécificité d'intervention? Quelle modalité d'intervention? Quelle échelle d'intervention? On change de monde là.
Alors, dans les quartiers d'habitat ancien dégradés, le sujet de l'espace public, il est le même. Voilà, on a le cas, on travaille là en ce moment sur un des secteurs de la fonderie à Mulhouse. On a les mêmes échanges avec les services et les élus. Comment je supprime du stationnement pour végétaliser la rue, des arbitrages sur des tracés de pistes cyclables, de continuité écologique. La question de l'espace public, elle est toujours la même parce que le rôle de l'espace public dans le renouvellement urbain, je dirais, il est le même. C'est comment, par le travail sur l'espace public, on répond à ces questions de dysfonctionnement, de gestion, de collecte des ordures ménagères et tout, mais comment aussi, surtout, on rend ces quartiers plus attractifs, plus désirables, plus confortables pour demain. Donc voilà, on a le même sujet à d'autres échelles, parce que c'est des micro-échelles avec une grosse complexité sur le logement. Mais voilà, c'est pour nous le même sujet. Ultime question, au regard de l'évolution dans la réflexion sur ces espaces publics, leur conception, leur durabilité, les modes de gestion, quelle évolution du rôle du concepteur et comment articuler ambition et capacité financière? Alors l'ambition, moi c'est un mot dont je me méfie toujours. C'est un peu un mot valise pour nous concepteurs. Moi quand on me pose comme défi il y a de l'ambition pour le projet, je suis toujours un peu partagée. Je me dis comment... Enfin moi ma question tout de suite ça va être mais comment cette ambition on va la construire ensemble. Je pense que ce qui est important toujours de rappeler c'est que d'abord le concepteur il n'est pas omniscient. C'est une équipe, c'est beaucoup de prestataires, parfois je dis on monte des armées mexicaines nous pour répondre à des missions de maîtrise d'œuvre. Parfois, il y a pas mal d'AMO, on a aussi beaucoup d'interlocuteurs dans les services, donc c'est une démarche collective, cette ambition. Et là, ça demande des choix, des arbitrages, et sur quoi on la fait porter. Mais surtout, comment on hiérarchise aussi les choses. Ok. Merci beaucoup. On va ouvrir cette parenthèse évidemment d'échange avec Isabelle Ménard qui a pris le micro. Elle a quelque chose à dire. Si vous le permettez, j'avais juste envie de réagir sur la prudence à avoir quant aux injonctions à changer de comportement. Je pense que c'est pour ça que dans la présentation, on insistait sur le fait que certaines mobilités ne sont pas choisies, mais sont contraintes et subies. Donc autant il peut y avoir des fractions de la population qui revendiquent de pouvoir mieux circuler à vélo, autant pour certaines, c'est vraiment subi d'attendre le bus et de rêver d'avoir une voiture pour échapper à ces contraintes. Donc là, bien considérer les personnes, c'est leur mettre un abribus qui leur permette d'attendre confortablement sous un soleil de plomb. Et bien sûr, on va faire les aménagements qui vont favoriser la marche et le vélo, mais dans la communication, je pense qu'il faut vraiment être prudent dans cette injonction. Voilà. Sinon, on a un effet contre-productif. Super. Bon, on a une grosse vingtaine de minutes justement pour aller chercher un certain nombre de questions. Je vois que Constance Bon a un micro à la main, ça veut dire qu'elle va venir vers vous. N'hésitez pas à lever. Voilà, des interventions courtes pour des réponses courtes. Merci monsieur. Levez-vous, présentez-vous peut-être. Oui, bonjour messieurs, dames. Je tiens tout d'abord à me présenter. Je m'appelle monsieur Magoma Hamidani, deuxième adjoint au maire à Mayotte et à la ville de Mamoudzou. Donc, merci pour ces présentations sur l'aménagement en général, sur les espaces publics. Mais on a parlé de l'aménagement, la technique, mais ce que je n'ai pas entendu là, comment sur cette transition, la place du financement de ces projets. Alors on va essayer de vous répondre, c'est ça? C'était votre question oui, en quelque sorte. Merci. Voilà, est-ce que, est-ce que les financements sont là? Vous me regardez, voilà, est-ce que, c'est-à-dire, alors moi, est-ce que, pour préciser, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que, ou pas, ou aidez-moi, ne me laissez pas seul. Voilà, alors peut-être que monsieur, voilà, quand vous parlez de financement, venez ici, voilà, précisez votre question. En fait, pourquoi je parle le rôle de financement et l'emplacement du financement sur le projet? Parce que le temps où on réalise, tout à l'heure, madame a dit que c'est du temps, il faut se concerter. Les temps où on fait la faisabilité et entre-temps, les choses ont changé, les règles ont changé.
À ce moment-là, nous, les maîtres d'ouvrage, les élus que nous sommes, on se retrouve après en difficulté pour réaliser le projet qui a pris 10 ans de conception ou 5 ans de conception. Les choses ont changé. On voit maintenant par rapport au Covid, tout a été fait avant et maintenant on bascule. Ça veut dire que toutes les faisabilités qui ont été conçues et réfléchies n'ont pas de sens. Et comment on fait après? Alors, donc voilà, donc effectivement, hein, donc il y a un projet, il faut le financer, les choses évoluent. Est-ce qu'on a des réponses à apporter Lyon Il y a cette problématique, effectivement, de l'adaptation financière au temps long. On en a parlé. Déjà. Après, je pense que la question du financement, elle est là. C'est plutôt la possibilité de se reposer la question perpétuellement sur ces projets-là. C'est aussi de se dire, effectivement, comme vous l'indiquez, on est sur des temps longs, des projets qui sont assez conséquents, mais il faut se permettre de se reposer très régulièrement la question justement de l'adaptabilité du projet, de la réponse aux enjeux de demain et d'être force de proposition auprès des élus sur ces ajustements-là. Donc oui, c'est sûr que c'est toujours des projets qui sont longs, mais à un moment donné, il faut qu'on rentre en opérationnel et à nous, pour le coup, aménageurs, maîtres d'œuvre, techniciens, de justement enclencher cette dynamique-là pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Aujourd'hui, cette question du financement, je pense que c'est sûr que la Duchère a été fait à une autre époque et on se pose la question différemment sur les projets d'urbain d'aujourd'hui, Madu-Taureau à la métropole ou Bronterraillon aussi. On adapte notre réponse sur ces ajustements-là. On propose d'autres espaces publics, on propose d'autres méthodes de faire aussi pour justement faire avec les mêmes enveloppes mieux. On essaye de faire mieux en y répondant différemment du coup sur ces espaces-là. Oui, je crois que les pratiques quand même évoluent pour la prise en compte justement de ces questions de coûts. Alors après, on a le problème des surcoûts actuels des marchés de travaux. Et bon, c'est difficile, mais quand j'évoque la question des réseaux, pour avoir accompagné les premiers projets de renouvellement urbain, on traçait des rues, allez hop, c'était facile, on regardait pas trop ce qu'il y avait dans les sous-sols et puis on se rendait compte à un moment donné qu'on était en train de déplacer des réseaux de chaleur. On a toujours essayé à l'atelier d'être un peu vigilant là-dessus parce que c'est un peu dommage de mettre de l'argent sur les sous-sols plutôt que sur les sols. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion sur la question de l'économie, éviter de déplacer des bordures, tout ça c'est de la base, mais ça demande de la connaissance en amont et j'insiste là-dessus, sinon on se rate, quoi. Vous voulez prolonger? Du coup, pour un peu compléter, c'est vrai que nous, ce qu'on pousse aussi, c'est pas mal à aménager de manière transitoire, en fait, en faisant tester les usages par une économie de moyens, justement, en mettant en place des petits équipements, des petits bacs plantés pour justement essayer de s'approprier les lieux, faire évoluer les comportements, tester, et suite à ça, pérenniser. Et donc, ça permet aussi de minimiser les coûts d'aménagement avant pérennisation, de s'assurer que l'aménagement fonctionne bien. Merci. Il y avait une deuxième question, Constance. Oui. Vous êtes où? Donc Valentin Ruel, là-bas, de la DDT de l'Oise. J'avais une question à vous poser concernant la question de l'organisation de la mutabilité des espaces, parce que finalement, pour beaucoup de quartiers, l'ANRU est une occasion quasiment unique. Vous avez cité l'exemple un peu emblématique où il y a plusieurs programmes qui se succèdent sur les quartiers, mais finalement, pour beaucoup de quartiers, c'est une occasion qui ne se représentera pas forcément, un cadre qui ne se représentera pas forcément. Et comment on fait finalement pour, après le NPNRU, quand on est en phase de mise en gestion ou en phase d'évolution post-NPNRU des quartiers, comment on fait pour organiser la mutabilité, faire évoluer les choses, au-delà de ce que vous avez pu évoquer à la marche, comment on fait pour faire évoluer la manière dont fonctionnent les quartiers, sachant qu'on n'a plus ce cadre de gouvernance, ces financements, etc. Est-ce que la question a été bien comprise? Oui, elle était très claire. C'est une question auditive, bien sûr. Moi, je vais peut-être faire une réponse qui ne va pas tout à fait plaire au regard des montants qu'on peut investir sur l'espace public aujourd'hui dans les conventions, mais je dirais l'espace public, il est plastique, c'est l'histoire de la ville. Il s'adapte même à partir du droit commun, des financements.
n'y a pas de raison qu'il y ait un traitement spécifique dans les quartiers de renouvellement urbain. Justement, l'idée, c'est que l'espace public qu'on va livrer dans les quartiers de renouvellement urbain revient dans le droit commun de la ville et après évolue, s'adapte. Voilà. Et puis il y a aussi, on a eu le cas sur plusieurs projets, des espaces qu'on a livrés il y a 15 ans, ou maintenant je crois presque, ou 10 ans, à la Courneuve ou à Orly, des terrains de sport, des petits squares. Mais aujourd'hui, ils sont en fin de vie déjà. On est en phase NPNRU. Mais aujourd'hui, ces espaces, tellement ils sont sollicités, utilisés, les usages aussi, les demandes ont évolué, ces espaces, ils sont en fin de vie. Donc oui, il faut réintervenir. C'est quoi un espace en fin de vie ? En fin de vie, le sol souple, voilà, le sol souple, il est déjà abîmé, les agrès sportives sont cassés. Donc il faut réintervenir sur l'espace public, il faut réintervenir tout le temps. Et en plus, dans des quartiers où les pratiques changent, les demandes changent. Voilà, par exemple, moi j'entendais l'atelier sur le Val-Fouré ce matin, là il y avait une intervention du Val-Fouré, par exemple, je suis très étonnée. Il y a 10 ans, 15 ans, on concevait des quartiers avec toute la question des enfants dans l'espace public. Aujourd'hui, moi, sur des grands quartiers dans lesquels je travaille, je ne vois plus d'enfants. Alors pour différentes raisons, elles sont multiples, on ne va pas débattre de ça maintenant, mais il y a très très peu d'enfants, alors qu'on programmait tout pour les enfants. Les aires de jeu, etc. Vous en faites. Il y a de moins en moins d'enfants dans les aires de jeu pour des raisons de sécurité, de tout un tas de sujets. Je sais pas, l'enfant, mais c'est pas propre qu'au quartier en renouvellement urbain. Hein. Le périmètre de pratique qui est autorisé aux enfants pour sortir et être libre, c'est quand même extrêmement restreint ces 30 ou 40 dernières années. Donc oui, on fait, et puis on fait avec des pratiques culturelles qui évoluent, qui changent dans ces quartiers aussi. Donc l'espace public, il est plastique et il doit s'adapter. Voilà. Très bien. Je crois qu'il y a une autre question. Allez-y, madame. Oui, bonjour, Céline Calégari, ministère de la Transition écologique. J'ai une question pour les représentants de la Duchère, mais je voudrais mettre un mot pour monsieur qui vient de Mayotte. Vous avez fait l'écoquartier La Duchère. À Mayotte, il y a un écoquartier qui est en devenir, puisqu'il est étape 1 depuis 2019. Rentrer dans la démarche écoquartier, ça permet de bénéficier de formations, en coût global notamment, c'est fait également avec nos partenaires du CEREMA. Ça permet de rentrer dans un club, ça permet de mettre en place une concertation citoyenne avec des gestionnaires, avec tout un tas de personnes qui sont intéressées, avec des habitants, des usagers. Ça permet de rentrer dans une démarche intellectuelle. Et le CEREMA, il est en russe son partenaire de cette démarche. La question sur la Duchère, à quand la Duchère 2 ? C'est quand le prochain écoquartier à Lyon ? Alors, qui prend le risque Non, c'est difficile de répondre, mais le NPNRU, notamment sur le secteur sauvegarde, est déjà bien engagé. On n'a pas pour l'instant effectivement évoqué l'idée d'une demande de labellisation, mais pour autant les ambitions, même si j'ai bien entendu que ce terme ne convenait pas à toutes, les ambitions sont toujours là. Et je dirais, les choses ont quand même énormément évolué depuis le premier programme de renouvellement urbain, et on sera vraiment sur une qualité d'aménagement qui sera bien à la hauteur de ce qu'on a pu faire sur le premier programme, avec effectivement tout cet enjeu de respect de l'existant, etc., qui sera beaucoup plus présent, je pense, que sur le premier programme. Après, pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, la métropole de Lyon, elle se pose aussi ces questions sur ses autres projets. C'était une vraie question qu'on s'est posée sur la ZACMA du Taureau à Vaux-en-Velin, où justement, quelle ambition, quel objectif on pouvait se donner. C'est vrai que ça a été une vraie discussion au début du projet sur est-ce qu'on part sur cette labellisation ou pas. Donc oui, on acte le fait qu'on aille sur cette labellisation parce que ça nous permet quand même, comme vous le disiez, de se former, de s'acclimater aussi à ces questions-là tous ensemble et de pouvoir quand même si c'est pas complètement partagé par les habitants, la nécessité d'être obligatoirement labellisé pour venir sur ces lieux-là, même s'ils reconnaissent l'intérêt quand même de ces réflexions-là. Donc aujourd'hui, oui, la métropole se pose la question et c'est des choses qui vont être dans le cadre du NPNRU aussi réfléchies sur d'autres opérations à la sauvegarde et sur d'autres opérations qui sont menées sur le territoire, quoi.
Très bien, nous voilà rassurés. Peut-être juste pour, non, mais pour compléter, effectivement, ce qui avait été particulièrement remarqué dans le cadre de la labellisation de la Duchère, c'était le travail de co-construction avec les habitants, c'était la qualité des espaces publics, c'était les enjeux de diversification de l'habitat, et ces enjeux-là, on les retrouve entièrement sur les sites NPNRU. Vous sentez, vous aussi, la disparition des enfants ? Non, on avait déjà eu. Non, mais alors non, nous, au contraire, on a même eu des remarques sur certains espaces où la présence des enfants était très importante et ça pouvait gêner le voisinage. Donc non, bon, c'était pour rassurer Mme Navet. Voilà, donc, mais c'est un autre débat aussi. Une autre question. Bonjour, madame. Bonjour, Céline Vaillant de la métropole de Lyon. Donc je salue mes collègues, même si la question n'a pas grand-chose à voir avec la précédente. Je voulais réagir rapidement sur les préconisations, propositions de Madame Navet en matière de conception des projets urbains, donc qui sont des préconisations qui sont tout à fait saines pour la mise en place de projets qui fonctionnent bien sur la durée, sur lesquels on vous rejoint a priori sur les propositions. Pour autant, voilà, la mise en place est complexe sur plusieurs plans, et c'est pour ça que je vous rejoins aussi sur la nécessité d'alerter à d'autres niveaux que la mise en responsabilité des techniciens qui pilotent les projets, notamment d'une part le côté bien anticiper toutes les données on ne fait pas de plan guide si on n'a pas d'étude des sols, je résume, hein, mais la grande difficulté qu'on a là-dessus, c'est qu'on est pressé par nos financeurs, donc je ne jette absolument pas la pierre à l'enrue parce que c'est exactement le cas pour les autres financeurs tels que l'Agence de l'eau, l'ADEME ou peut-être l'Europe également, mais qui fait qu'en gros on se retrouve dans une situation où si on ne sort pas quelque chose, le projet ne se fait pas faute de financement, et pour autant on a une grande culpabilité à le faire sortir dans cet état, entre guillemets, pour les raisons que vous évoquez, d'une crainte de la durabilité. Et ça rejoint aussi un autre aspect que vous évoquiez, mais qui est un peu similaire, qui est celui de la réflexion qu'il ne faut pas faire en silo, où il faut associer les services. Et là, un autre obstacle qu'on a, c'est que si on fait reposer cette coopération sur la seule bonne volonté des techniciens, la différence des temporalités entre la gestion et la conception à 15 ans fait que dégager du temps pour du travail transversal sur tous les plans, sur tous les projets de renouvellement urbain, est extrêmement compliqué et qu'on est obligé de prioriser. Et en fait, une démarche absolument transversale sur absolument tous les projets qui anticipent absolument tout est extrêmement coûteuse. On ne peut pas la faire en mettre en place. Et du coup, on a une priorisation qui est extrêmement difficile à faire. Voilà. C'était moins une question qu'un espèce de mea culpa collectif, je pense, parce qu'on regrette beaucoup de ne pas pouvoir mettre en place ces préconisations. Mme Navet. Non, mais effectivement, c'est très difficile de mener toutes les études en amont. Bon, moi, je regrette toujours qu'il n'y ait pas trop de temps dans ces phases de diagnostic, mais je comprends bien les urgences sur les conventionnements, etc. Après, ce qu'il faut peut-être qu'il soit accepté, c'est que ce qui a été dessiné, parce que nous, ça se traduit toujours en dessin, je veux dire, mais ce qui a été dessiné à un moment donné, puisse être repris. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout bouleverser dans les études qui vont venir après, c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'on garde du socle du projet initial, on va dire du plan guide initial, et comment on accepte collectivement de le faire évoluer. Je pense par exemple à la question des limites foncières, à la question du re-questionnement d'un espace public par rapport à un autre. Là, il faut qu'il y ait un accord collectif pour qu'un certain nombre de sujets soient re-questionnés. Bon, ça demande, c'est pour ça que c'est toujours un peu un processus de négociation, cette fabrication du projet, et je parle d'urbanisme négocié dans toutes les étapes. Voilà. D'autres réactions sur scène, Mme Ménard? Si. Levez le micro. Oui, sur le fait de travailler en transversalité, effectivement, de toute façon, il faut qu'il y ait un portage politique, et de toute façon, réaliser des aménagements, c'est un projet politique, donc évidemment, il faut qu'il y ait au moins ce soutien
politique pour amener les techniciens à travailler ensemble. La métropole de Lyon vient de lancer des travaux pour renouveler sa charte de conception des espaces publics en associant finalement tous les services et des acteurs extérieurs. Et donc du coup, cette transversalité qui est organisée et qui est productive à cette échelle-là, je pense que ça peut être aussi une façon assez intéressante de ne pas la démultiplier et donc d'éviter ce que vous ciblez. Moi, sur la question des services, ce n'est pas forcément tous les services, et puis on peut trouver des modules d'ateliers un peu concentrés. Ce sur quoi je voulais insister, c'est l'absence en amont des services gestionnaires. Et je pense qu'il serait quand même important que dans ces projets, il y ait au moins un interlocuteur, y compris dans les services gestionnaires des bailleurs, mais qu'on ait quand même comme interlocuteur les services gestionnaires. Les services techniques, souvent, arrivent très tard. On va dire pour nous, ils arrivent en phase de maîtrise d'œuvre. Ils ne sont pas toujours mobilisés au stade plan guide, parce que c'est le renouvellement urbain, la politique de la ville qui s'occupe du plan guide. Et ça, c'est dommage, parce que c'est eux, derrière, qui vont prendre en charge cet espace public que l'on va livrer, quoi. Donc, ils sont aux manettes derrière, quoi. Et d'ailleurs, ça éviterait des mesures correctives souvent coûteuses. Le fait de bien concevoir en lien avec le gestionnaire, ça évite de devoir revenir dessus et de devoir... voilà. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'est la dernière question. Il fallait être devant pour poser les questions. Je ne vois pas ce qui se passe derrière. Et c'est vous? Non, il y a une question ou pas voilà, dans mon oreillette que je n'ai pas. Voilà, je vous écoute, chère madame, pardon. Bonjour, j'ai une question concernant le projet de la Duchère. Je me demandais, lors de la démarche d'évaluation, est-ce que vous aviez des citoyens mobilisés pour y participer? Et sinon, comment avez-vous fait pour qu'ils se mobilisent pour que cette démarche ait un sens? On n'a pas eu de problème pour les mobiliser. Enfin, on a eu un avantage sur le quartier de la Duchère, c'est qu'ils se sont mobilisés dès le début du projet, en 2005, et ils ont été là tout au long du projet, et ils sont encore là avec nous aujourd'hui sur la suite avec la sauvegarde. Donc non, on a cet avantage-là, c'est qu'on a une mobilisation qui est permanente des habitants, qui est présente, qui s'est renforcée au fil du projet aussi, avec une connaissance technique qui était assez surprenante de la part des habitants. Voilà, on a pu avoir de vrais débats aussi avec eux, une vraie compréhension aussi des enjeux techniques portés par les services qu'on venait, où on a demandé à ce qu'ils nous accompagnent justement en temps de concertation pour justement faire cet échange avec eux. Donc non, on n'a pas eu ce souci-là, et ça a été un vrai avantage, je trouve, pour le projet, parce que pour le coup, ils sont présents et on arrive à discuter avec eux, quoi. Merci. Et j'ai juste un petit point d'info concernant l'urbanisme favorable à la santé. Je ne sais pas s'ils en ont parlé ce matin, mais il existe un guide qui s'appelle le guide Isadora, créé par une équipe rennaise et qui reprend 12 clés pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur démarche de questionnement. Voilà. Très bien, le message est passé, on le retrouvera. Juste, on va conclure, hein, c'est terminé. On fait juste en 30 secondes, vraiment en 30 secondes, un petit au revoir comme ça, un peu collectif ou individuel. Mais est-ce que, voilà, Mme Ménard par exemple, est-ce que vous allez employer, après cette table ronde, le terme ambition? Plus tard, oui, dans vos futures interventions. Oui, oui, parce qu'on a besoin de cette ambition par rapport à toutes les urgences qu'on a évoquées aujourd'hui, que ce soit climatique, mais aussi de répondre à ce que les habitants attendent aujourd'hui de nous. Donc oui, forte ambition. Monsieur Furmanek, de l'autre côté, ambition ou pas? Oui, tout à fait, ambition, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui vont nous intéresser pendant de longues décennies, et qu'il est nécessaire de s'engager dès aujourd'hui en fait, pour pouvoir rendre des espaces beaucoup plus frais et confortables, résilients au changement climatique. Et donc il faut vraiment y travailler dès aujourd'hui, en fait, pas attendre du tout dans nos prochaines années. Donc l'ambition d'accompagner, d'innover, d'apporter des solutions, effectivement. Est-ce que Mme Navet a changé d'avis? Non, je n'ai pas tout à fait changé d'avis. Ambition, oui, parce que sinon nos pratiques n'auraient pas de sens si on n'en avait pas. En même temps, je me méfie toujours un peu de ce qu'il y a derrière. Moi, je pense que ambition, si on peut aussi croiser avec pragmatisme, réalisme, c'est pas mal. Monsieur Bourrel, le même exercice. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a de fortes ambitions pour ces projets-là. Il y a un vrai enjeu, comme vous l'évoquiez juste à l'instant, sur les enjeux climatiques.
Et il faut qu'on s'y penche plus ardemment encore aujourd'hui avec ce qui vient de se passer. Et donc du coup, voilà, il y a une vraie ambition et un vrai souhait de pouvoir travailler avec les services pour essayer de répondre à ces besoins et ces enjeux climatiques. Oui. Voilà, la dernière déclinaison pour vous-même, Guillaume. Alors, ambition, oui, toujours. Moi, je serais plus sur le volet des usages. Donc, effectivement, toujours ambitionner que nos espaces publics, effectivement, soient bien appropriés. Donc, préfiguration, concertation, adaptation, évaluation. Voilà. Très bien. Merci. Merci, mesdames. Merci, messieurs, pour vos interventions. Et cette journée se poursuit avec un autre débat. À plus tard. Merci.